Beaucoup de techniciens ont du mal à différencier la statique des fluides de la dynamique des fluides. Alors sur ce, cette notion sera trop importante pour vous pour déjà vous donner un premier pas en attendant que les second pas vous soient présentés à la prochaine. Bonjour et bienvenue sur J'apprends et je comprends. Nous allons continuer avec notre formation en mécanique des fluides. Sans toutefois tarder, nous allons parler de la statique des fluides comme étant notre deuxième chapitre. Si vous n'avez pas suivi les premiers chapitres ainsi que l'introduction de ce cours, je vous demanderai d'aller visualiser des vidéos que vous allez trouver au niveau des playlists. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demanderai de pouvoir vous abonner ou soit de cliquer sur la cloche notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Générique. Voilà, nous allons commencer par une introduction. Lors d'une plongée sous-marine, on constate que la pression de l'eau augmente avec la profondeur. Ça, on le sait. Pour ceux-là qui ont déjà nagé, ils savent très bien que plus tu descends et plus tu reçois de la pression. La pression d'eau exercée sur un sous-marin au fond de l'océan est considérable. De même, la pression de l'eau au fond d'un barrage est nettement plus grande qu'au voisinage de la surface. Les effets de la pression doivent être pris en considération lors du dimensionnement des structures telles que les barrages, les sous-marins, les réservoirs, etc. Les ingénieurs doivent calculer les forces exercées par les fluides avant de concevoir de telles structures. Ce chapitre est consacré à l'étude des fluides au repos. Les lois et théorèmes fondamentaux en statique des fluides y sont énoncés. La notion de pression, les théorèmes de Pascal, les principes d'Archimède et la relation fondamentale de l'hydrostatique y sont expliqués. Les calculs de presse hydraulique, la détermination, la détermination de la distribution de la pression dans un réservoir, etc., sont basés sur les lois et théorèmes fondamentaux de la statique des fluides. Notion de pression en un point de fluide. La pression est une grandeur scalaire. C'est l'intensité de la composante normale de la force qu'exerce le fluide sur l'unité de surface. Elle est définie en un point A d'un fluide. Elle est définie en un point A d'un fluide par l'expression suivante. Nous avons cette expression que vous voyez au niveau de cette facette. Nous avons ici la facette ayant une surface ou de l'air A. Et puis nous avons ici la force qui régit ici, qui est normale par rapport à DDS. Et puis nous avons N aussi qui agit de part et d'autre, bien qu'on sait déjà que à ce qui concerne la statique, lorsque nous avons l'action, en retour nous avons une réaction. Voilà. Nous allons continuer. La pression. Quides, la pression, c'est sûrement la force sur une unité de surface, d'où DDS est la surface élémentaire de la facette des centres A en mètres carrés et N c'est le vecteur unitaire en A de la normale extérieure à la surface. DDFN c'est la composante normale de la force élémentaire des pressions qui s'exerce sur la surface en newton. PA c'est la pression en A en Pascal, c'est que vous devez savoir que la force, elle agit en un point donné. Et c'est pour cela que nous devons toujours noter PA ou bien PB pour savoir si la pression, elle est exercée en un point A ou en un point B. Voilà. Sur la surface des centres A, d'air DDS, orienté par la normale extérieure N, la force de pression élémentaire DDF s'exprime par DDFN égale quoi? Égale à moins PA multiplié par DDS multiplié par N. Trop facile. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que la pression, c'est la force divisée par la surface. Ce qui veut dire aussi que
La force égale à quoi? La force égale à la pression multipliée par la surface tout en tenant compte de la normale. Et pourquoi est-ce qu'il y a les moins? La plupart des gens vous disent, mais d'où proviennent les moins? Les moins proviennent juste du sens de la variation de la pression. Lorsqu'on est au niveau de l'eau, vous devez savoir que la pression, elle varie dans les sens contraires. C'est ainsi que nous avons les signes moins que vous voyez au niveau de la formule, pour montrer que la pression agit au sens contraire de la force qui s'applique. Comme exemple, euh, nous avons les bonhommes là, que je peux appeler Monsieur Martin, s'il est là sous l'eau, en train de plonger. Et comme exemple, qu'est-ce que Monsieur Martin va subir à chaque fois qu'il va sûrement descendre en profondeur? En chaque centimètre carré de surface de notre peau supporte environ 1 kg force en matière de force représentant le poids de l'atmosphère. C'est la pression atmosphérique au niveau de la mer. C'est là que provient la pression atmosphérique. Ce qui veut dire que notre surface reçoit environ 1 kg de force. Voilà. Nous ne la ressentons pas car notre corps est incompressible et ses cavités, comme des poumons et autres, contiennent de l'air à la même pression. Si on s'élève des 5000 mètres, nous avons notre Martin là qui va s'élever des 5000 mètres. La pression atmosphérique est des fois plus faible qu'au niveau de la mer, car la masse d'air au-dessus de notre tête est alors moitié moindre, ce que vous devez savoir. D'où la nécessité d'une euh, pressurisation des avions en plongée sous-marine. Pour mesurer la pression, on utilise le plus souvent les bars. Un bar égale à 1 kg par centimètre carré. Plus on descend en profondeur, plus la pression est élevée, car il faut tenir compte du poids de l'eau au-dessus de nous. À 10 mètres de profondeur, chaque centimètre carré de notre peau ou de la peau de notre bonhomme Martin supportera un poids égal à 1 centimètre carré multiplié par 10 mètres de profondeur, ce qui va nous donner quoi? 1000 centimètres cubes, l'équivalent du poids d'un litre d'eau. Le poids d'un litre d'eau douce est égal à 1 kg. Le poids d'un litre d'eau de mer est un peu plus important à cause du sel qu'elle contient. Donc, elle varie souvent à 1,026 kg. En négligeant cette différence, on considérera de manière générale qu'un litre d'eau pèse 1 kg. Par conséquent, la pression à l'eau à 10 mètres de profondeur est donc de 1 kg par centimètre carré, c'est-à-dire 1 bar. Et si on descend à nouveau de moins 10 mètres, ce qui veut dire que si on descend du haut vers le bas de 10 mètres, la pression augmentera à nouveau de 1 bar. C'est ce qu'on appelle la pression hydrostatique, la pression due à l'eau. On l'appelle aussi pression relative car c'est une pression par rapport à la surface. La pression hydrostatique comme la pression atmosphérique s'exerce dans toutes les directions et pas simplement de haut en bas. C'est ce que vous devez aussi savoir. Comme remarque, l'unité internationale de pression est le pascal et 1 pascal égale à 1 newton par mètre carré. On utilise le plus souvent ces multiples en construction mécanique, résistance des matériaux, etc. L'unité utilisée est le mégapascal. 1 mégapascal, c'est 1 newton sur 1 newton par millimètre carré qui est égal à 10 exposant 6 pascal. Voilà. En mécanique des fluides, on utilise encore très souvent les bars. Les bars est égal à peu près à la pression atmosphérique moyenne. Un bar égale à 10 exposant 5 pascal. Dans des exercices, vous allez voir que ça va varier compte tenu de certains paramètres qu'on aura à prôner là-bas. Voilà, nous avons la relation fondamentale de l'hydrostatique. Considérons un élément de volume d'un fluide incompressible liquide homogène de poids volumique ρ.
Cet élément de volume a la forme cylindrique G. Vous voyez déjà cet élément émis qui fait un angle alpha avec l'axe vertical OZ. Je vous demanderai de pouvoir voir l'axe vertical OZ d'un repère OXYZ. Donc, vous pouvez voir ça au niveau de cette facette ici. Voilà, vous pouvez voir ça au niveau de cette facette, soit la longueur du cylindre, soit DDS, la section droite. Quelle est donc la relation fondamentale d'hydrostatique? La relation fondamentale d'hydrostatique est donnée par la pression au point E moins la pression au point D égale au poids volumique multiplié par la différence de niveau entre les points D et les points A et les points E. Ce qui veut aussi dire que cela va aussi donner la masse volumique multipliée par l'accélération de la pesanteur qui donne aussi le poids volumique multiplié par aussi la variation des niveaux. Vous pouvez voir ça, les ZD, Z1, vous pouvez voir ça au niveau de cette facette et vous pouvez voir aussi cette relation. Ce que vous devez voir, ce que vous devez savoir est que la différence de pression entre des points dépend de leur poids volumique du liquide et aussi de la différence des niveaux qui interagissent ou qui existent entre les deux fluides. C'est ça qu'on appelle la relation fondamentale d'hydrostatique. Autre forme plus générale, en divisant les deux membres de la relation précédente par le poids volumique, nous aurons P1 divisé par oméga plus Z1 égale à PD divisé par oméga plus ZD. Ou encore P1 divisé par ρg plus Z1 égale à PD divisé par ρg plus ZD. Comme G1 et GD ont été choisis de façon arbitraire à l'intérieur d'un fluide de poids volumique oméga, on peut décrire un point quelconque d'attitude Z où règne la pression P. On aura P divisé par le poids volumique plus Z égale à P divisé par le poids volumique plus Z, tout en tenant compte que les deux varient d'un point à un autre et ce qu'on aura, ça sera sûrement une constante. On passe maintenant par les théorèmes de Pascal. On commence par l'énoncé du théorème. Dans un fluide incompressible en équilibre, toute variation de pression en un point entraîne la même variation de pression en tout autre point. C'est ça le théorème de Pascal que vous devez bloquer en tant qu'ingénieur et technicien. Vous avez sûrement la démonstration. Supposons qu'au point G1 qu'intervienne une variation de pression telle que celle-ci. Voilà. On reprend notre petit bout de papier qui s'était, voilà, froissé. Supposons qu'au point G1 qu'intervienne une variation de pression telle que celle-ci devienne P1 plus DDP1. DDP1 est un nombre algébrique, calculons la variation de pression DDPD qui en résulte en G1. Appliquons la relation fondamentale hydrostatique entre G1 et GD pour le fluide à l'état initial. PM PD égale ce que vous voyez. À l'état final, nous avons P1 plus DDP1 moins PD plus DDPD égale ce que vous voyez de l'autre côté. En faisant la différence entre les équations D et IN, on obtient DDP1 moins DDPD égale à 0, ou d'où DDP1 égale à DDPD. C'est ça notre relation fondamentale de l'hydrostatique. Ce qui veut dire que lorsque les fluides, genre les deux points sont sûrement parallèles ou soit lorsqu'ils n'ont pas de variations d'altitude, les pressions seront les mêmes. C'est ça qui régit sûrement la relation fondamentale hydrostatique. On va maintenant passer aux poussées d'un fluide sur une paroi verticale. On commence par les hypothèses. Vous avez ici cette figurette qui nous donne quoi? La paroi verticale possède un axe de symétrie GY. Je vous demanderai de voir cette facette lorsque je suis en train de vous expliquer. G est son centre de surface d'un côté de la paroi. Il y a un fluide de poids volumique. De l'autre côté, il y a de l'air à la pression atmosphérique. On désigne par PG la pression au centre de surface du côté fluide. Voilà. Comment expliquer ça? Les éléments de réduction du torseur des forces de pression. Connaissant la pression PG, donc la pression au point G,
La pression Pm au point M est déterminée en appliquant la relation fondamentale d'hydrostatique. Pm moins Pg égale à ρ multiplié par la différence d'altitude entre les points G et les points M. Dans les repères G, X, Y, Z définis sur la figure que je vous avais présentée récemment, YG égale 0, YM égale à Y. Donc, PM égale à PG moins ρ multiplié par Y qui est sûrement la différence d'altitude. Exprimons la force de pression en M. DDF égale à PG moins ρ multiplié par Y multiplié par DDS. Parce qu'on sait déjà que DDF c'est quoi? La force égale à la pression multipliée par sa surface. Et qui dit torseur dit sûrement quoi? Les torseurs de force de pression est composé premièrement des PG multiplié par S multiplié par X qui nous donne la force. Et aussi nous avons les oméga multiplié par les moments quadratiques qui varient selon GZ multiplié par le vecteur unitaire qui est sûrement le Z. C'est quoi PG multiplié par S? C'est quoi oméga ou le poids volumique multiplié par les moments quadratiques? Nous avons la résultante notée R. C'est ça que je vous avais dit. PG multiplié par S, le tout multiplié par son vecteur unitaire X. Et puis nous avons les moments qui est donné par quoi? Les moments est donné par le poids volumique multiplié par les moments quadratiques qui varient le long des vecteurs unitaires Z. On va maintenant parler des centres de poussée. On cherche à déterminer un point G0 où le moment résultant des forces de pression est nul. Y0 qui est le centre de poussée donné par la relation suivante. Les moins, je sais maintenant que vous comprenez d'où proviennent les moins. Je vous avais expliqué récemment. Car qui dit moins dit sûrement les sens de variation. Voilà. Le centre de poussée donné par le poids volumique multiplié par les moments quadratiques divisé par la pression multipliée par la surface. C'est que vous devez savoir que le centre de poussée, c'est les rapports entre le moment et la résultante. Les moments de quoi et la résultante de quoi? La résultante des forces qui interagit le long du fluide et les moments, donc la façon dont le fluide est en train de tourner tout autour d'un point. C'est ça les moments. Voilà, nous allons maintenant parler du théorème d'Archimède. On commence par l'énoncé. Tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part de ce fluide une force poussée verticale vers le haut dont l'intensité est égale au poids du volume du fluide déplacé. Ce volume est donc égal au volume immergé du corps. La poussée d'Archimède égale à quoi? C'est justement la masse volumique du fluide multipliée par le volume immergé multiplié par l'accélération de la pesanteur G. Vous avez sûrement cette facette qui montre que lorsque nous plongeons un corps au niveau de notre, peut-être au niveau de notre bassin d'eau, vous avez les petits bassins, vous plongez une pierre à l'intérieur, vous allez vous rendre compte que nous aurons toujours une poussée qui va faire à ce que la pierre puisse remonter le long de la surface. C'est ainsi que lorsque nous avons des corps qui sont jetés au niveau des mers, vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, vous allez retrouver les corps le long des bords. Ce n'est pas seulement dû aux forces des chutes, mais c'est dû aussi à la poussée d'Archimède, qui consiste à toujours repousser tout ce qui entre des hauts vers les bas, des bas vers les hauts. Et nous avons les torseurs de la poussée d'Archimède est donné par moins P qui est la force résultante et le moment qui est nul parce que l'élément ne va pas tourner, il va sûrement agir le long de son axe sans toutefois tourner autour de l'axe ou bien autour de son point d'application. C'est ainsi qu'on dit que le moment est nul, mais nous avons une résultante qui est moins P. Voilà, moins P pourquoi? Voilà, c'est les longs, les moins, c'est juste pour montrer l'essence et l'évolution de la poussée. Premier cas, si le solide immergé est homogène, alors le centre de poussée G dont l'application des poussées d'Archimède sera confondue avec les centres de gravité du solide. L'équilibre du solide est différent. Vous pouvez voir ça au niveau de cette facette. Voilà.
Le deuxième cas, vous devez savoir que si le solide immergé est hétérogène, alors le centre des poussées G, donc le point d'application des poussées d'Archimède, n'est pas confondu avec le centre de gravité G parce qu'il est fluide et hétérogène, donc il ne s'agit pas d'une même matière du solide. L'équilibre du solide est stable. Si G est au-dessus de GS, l'équilibre des solides est instable. Donc, si G est au-dessus de GS, vous pouvez voir ça au niveau de cette figurette ici qui vous montre sûrement tout ça. Nous avons la position stable et les solides immergés S. Voilà, vous avez tout ça. On peut continuer avec la conclusion sur le chapitre 2. La statique des fluides est basée principalement sur les résultats suivants. C'est ça que vous devez retenir et c'est ça qui va résumer tout ce que je vous ai expliqué. Premièrement, la différence des pressions entre des points est proportionnelle à leur différence de profondeur, qui nous donne quoi? La relation fondamentale hydrostatique. PM PD égale à poids volumique multiplié par leur différence d'altitude, ZD-Z1, égale aussi à quoi? À la masse volumique multipliée par l'accélération de la pesanteur multipliée par ZD-Z1 qui est la différence d'altitude. Deuxièmement, vous devez savoir que toute variation de pression en un point engendre la même variation de pression en tout autre point. D'après quoi? Le théorème de Pascal. Voilà. Troisièmement, vous devez savoir que les torseurs associés aux forces de pression d'un fluide sur une paroi plane verticale est donnée par la force résultante qui est P multiplié par S, ainsi que son moment qui est le moment quadratique, qui est le poids volumique, voulez dire multiplié par le moment quadratique et qui varie selon GZ, le long des, voilà. Et quatrièmement, vous devez savoir que la position du centre des poussées est Y0 est donnée par moins multiplié par oméga multiplié par le moment quadratique divisé par PG multiplié par S. Donc les rapports entre les moments, les rapports entre les moments et aussi quoi? Entre les moments de force et aussi quoi? Voilà les moments autour d'un point et aussi la force résultante autour du point d'application. Donc, le long du point d'application, je laisse dire. Et enfin, tout corps plongé dans un fluide subit une force verticale orientée vers le haut. C'est la poussée d'Archimède et dont l'intensité est égale au poids du volume des fluides déplacés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demanderai de pouvoir vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos si vous ne l'avez toujours pas fait. Alors, sur ce, je n'ai qu'à vous dire merci à tous et à la prochaine.